Bonsoir, chers élèves, la classe de première. Nous allons entamer aujourd'hui le dernier chapitre de notre programme. Le dernier chapitre de notre programme de l'année, qui est la compétence 3. La compétence 3, intitulée Traiter une situation relative à l'histoire de la philosophie par la connaissance des auteurs et de leurs pensées. Le thème de ce cours, aperçu sur l'histoire de la philosophie. La première leçon de ce cours est intitulée La période antique. En introduction, ce qu'il faut retenir, l'histoire de la philosophie, c'est l'histoire des grandes doctrines. C'est-à-dire que des idées et théories formulées par les philosophes à travers les époques. Cette histoire n'est pas indépendante de l'histoire de l'humanité, telle qu'elle est présentée en 4 grandes phases ou périodes, par les sociologues, les historiens, les exégètes, les sociologues et les scientifiques. Donc, voici l'ensemble de ces sciences. Il a fallu l'apport des sociologues, il a fallu également l'apport des historiens, des exégètes, ceux qui font le commentaire des textes scripturaires, des textes religieux. Il a fallu également l'apport des scientifiques pour retracer l'histoire de l'humanité, qui elle-même est intimement liée à l'histoire de la philosophie. Donc, vous devez comprendre que l'histoire de la philosophie n'est pas éloignée de l'histoire de l'humanité. L'histoire de la philosophie est intimement liée à l'histoire de l'humanité. Ainsi, nous avons la période antique ou l'Antiquité, la période médiévale ou Moyen-Âge, la Renaissance, la période moderne, encore appelée la modernité. Il y a aussi la période contemporaine, la période dans laquelle nous sommes. Donc voici les différentes périodes qui vont nous intéresser dans ce cours. La Renaissance, elle, est perçue comme la période charnière, très courte. Elle est rattachée à tort ou à raison par certains auteurs au Moyen-Âge et par d'autres à la modernité. Donc la Renaissance, vu qu'elle est une période très courte, certains auteurs rattachent la Renaissance à la période du Moyen-Âge, d'autres également rattachent également cette période à la période de la modernité. Donc voici les différentes périodes de l'histoire de l'humanité. La philosophie, on va se demander maintenant, la philosophie naît à partir de quoi? La philosophie est née de l'étonnement et de l'inquiétude. Voilà, elle est née de l'étonnement et de l'inquiétude. Il y a eu l'inquiétude qui nous anime. Voilà, l'inquiétude qui nous anime. Il y a aussi l'inquiétude devant l'immensité de l'univers, la beauté du monde, mais aussi devant la fugacité des choses et des hommes. La philosophie naît à partir de l'étonnement. L'étonnement face à l'immensité de l'univers, face à l'immensité des choses dans la nature. Et donc cet étonnement va amener des penseurs à s'interroger sur l'univers, à questionner l'univers, à ne pas être simplement là dans l'univers, à ne pas être des spectateurs de l'univers, mais à s'interroger et à interroger l'univers dans son fonctionnement. Et donc, d'où le questionnement philosophique. La philosophie également va s'intéresser à l'homme. Qui est l'homme? Qui suis-je? La fameuse question de Socrate. Hein? Donc, la première connaissance de l'homme nous mène à la connaissance de Dieu. Connais-toi toi-même, ainsi connaîtras-tu les dieux. Et donc, cette connaissance de l'homme, cette connaissance de l'univers va susciter la réflexion philosophique. Vu l'immensité de l'univers, la beauté du monde, mais aussi devant la fugacité des choses et des hommes. L'homme lui-même, il est complexe. Vu la complexité de l'univers, la complexité de l'homme, il a fallu ces penseurs pour dévoiler le mystère que cache justement l'homme et ainsi que l'univers. Donc voici ces différents questionnements
qui vont susciter la réflexion philosophique. Donc la philosophie naît à partir du questionnement, de la curiosité qui va animer certains penseurs face à l'immensité de l'univers, face à la complexité de l'homme lui-même. Toutefois, devant l'énigme que constitue l'univers, l'étonnement se mue en curiosité. Donc l'étonnement va se traduire en curiosité, et cette curiosité va amener justement ces penseurs à la recherche. Et c'est pourquoi, à tort, certaines personnes ont défini la philosophie comme la discipline détentrice du savoir. Non, la philosophie est à la recherche de la sagesse et du savoir. Donc, la définition qui serait juste, c'est que la philosophie se définit comme une discipline en quête de la sagesse, en quête du savoir. Si donc la philosophie, dès l'origine et dans son déploiement historique, est l'amour de la sagesse, exercice libre de la raison, recherche et non possession du savoir, examinons dans le détail comment la pensée s'est manifestée et déployée pendant ces différentes phases de l'évolution de l'histoire. Les différentes phases que nous venons de voir, notamment la période antique, la période médiévale, ainsi de suite. Donc, l'étonnement va se transformer en curiosité, et la curiosité va amener ces penseurs à chercher. Voilà, à chercher, à connaître. Donc, c'est pourquoi la philosophie se présente aussi comme l'amour du savoir, l'amour de la sagesse. Ces penseurs vont faire de la quête de la connaissance le principe premier de toute chose. Donc, parmi ces différentes phases, nous allons voir dans un premier temps la période antique. Il faudrait il faut connaître la période antique. Elle se situe de quelle période à quelle période, de quel siècle à quel siècle. Ça, c'est la première des choses qu'il faut savoir. Sur l'échelle du temps, l'Antiquité est la période qui s'étend du 6e siècle avant Jésus-Christ au 5e siècle après Jésus-Christ. L'évolution de cette période renvoie en général à l'émergence de deux grandes civilisations. Dans la période antique, il y a eu deux grandes civilisations. La civilisation grecque et la civilisation romaine. D'où l'appellation contractée l'Antiquité gréco-romaine. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu d'autres civilisations. Il y a eu d'autres civilisations, notamment la civilisation égyptienne, l'Égypte antique. Il y a eu des grands savants. Mais ce qui a plus marqué, l'histoire de la philosophie, comme je dis, c'est l'Antiquité gréco-romaine, notamment la période de l'Antiquité. Voilà, et certains prétendaient que la philosophie parle grec, et que la philosophie dans son essence même elle est grecque. Bon, certains débats, ils ont toutefois nié la philosophie en Afrique. Ils estimaient que les Africains n'ont pas cette capacité d'abstraction, de réflexion. Mais c'est un autre débat. Ce qu'il faut retenir, c'est que dans la période antique, il faut retenir deux grandes civilisations, la civilisation grecque et la civilisation romaine. Du point de vue philosophique, l'Antiquité elle-même se subdivise en trois sous-périodes. Il y a la période présocratique, la période socratique et la période post-socratique. Parlant de la période présocratique, c'est la période qui vient avant Socrate. La période socratique, c'est la période de l'émergence même de Socrate, de sa pensée. Et la philosophie ne s'est pas arrêtée après Socrate, elle a continué. Donc, il y a la période post-socratique. Dans cette optique, Socrate, moins 470 ou moins 399 avant Jésus-Christ, devient le repère de l'histoire de la philosophie. Non pas parce que la philosophie commence avec Socrate, non, mais parce que la philosophie en tant que discipline, la philosophie qui s'érige en discipline, va commencer avec Socrate. Avant lui, il y a eu la philosophie, mais cette philosophie était à l'état primitif. Elle n'était pas organisée. Donc Socrate va organiser la philosophie en tant que discipline. C'est pourquoi il se présente comme le repère. La période post-socratique, la période pré-socratique, la période socratique et la période post-socratique. Nous allons voir quelles sont les pensées qui vont intéresser, ou bien quelle est la doctrine qui va intéresser cette période
présocratique. Donc nous allons commencer par la période présocratique. Quelle est la pensée qui va émerger? Voilà. Quelle était la préoccupation majeure? La préoccupation majeure des penseurs de la période présocratique. Qu'est-ce qui les intéressait? Avant Socrate, quelle était la préoccupation majeure des penseurs? Puisque nous avons dit que, en introduction, que la philosophie naît à partir de l'étonnement. Et cet étonnement, justement, va s'ériger en curiosité. Et cette curiosité va amener les penseurs à mener des recherches. Et donc, qu'est-ce qui intéressait les penseurs de la période présocratique? Il faut retenir que dans la période présocratique, la préoccupation majeure des penseurs était l'être, portait sur l'être. Voilà, l'être, la connaissance de l'être. Les préoccupations des penseurs de la période antique portaient essentiellement sur l'être. On pourrait se demander, mais qu'est-ce que l'être? La définition ou la caractéristique de l'être n'est pas la même d'un auteur à un autre ou d'une école de pensée à une autre. Dans la période présocratique, les courants de pensée avant Socrate sont en fait des écoles qui portent sur les noms des localités ou des régions dans lesquelles elles sont situées, ou encore des groupes socioculturels qui les ont initiés. Cela voudrait dire que, il va donner un exemple, s'il y avait une école ici à Cocody, on va dire l'école Cocody. S'il y avait une école à Bingerville, nous dirons l'école Bingerville. Donc, les écoles étaient implantées dans des localités, dans des contrées, dans des villes. Et ces écoles portaient les noms des villes dans lesquelles, justement, ces écoles étaient implantées. C'est ce qu'il faut retenir dans la période présocratique. Ainsi, 3 écoles principales ont retenu l'attention des historiens de la philosophie. Il y a l'école ionienne, l'école pythagoricienne et l'école éliatique. Ces 3 écoles elles-mêmes ont été influencées par les travaux et les recherches de Thalès de Milet, astronome et géomètre grec, moins 639, moins 546 avant Jésus-Christ, et par les techniques et les traditions des Égyptiens. On ne peut nier cela. Voilà. Parce que l'histoire nous montre clairement que Thalès de Milet, qui a influencé justement ces 3 écoles, l'école ionienne, l'école pythagoricienne et l'école éliatique, serait venu en Égypte pour s'abreuver de la science, en Égypte antique. Vous comprenez avec moi que on ne peut occulter cette tradition égyptienne dans l'histoire de la philosophie ou bien dans l'histoire de l'humanité. Mais comme je l'ai dit, ce qui nous intéresse ici, c'est cette civilisation gréco-romaine. Voilà. Nous allons voir dans cette période présocratique, puisque nous avons dit que cette période présocratique a été marquée par la connaissance des lettres. Et nous allons voir 2 grandes figures qui ont marqué cette période présocratique. La première figure est Héraclite. La position d'Héraclite d'Éphèse par rapport à l'être. Qu'est-ce que Héraclite dit par rapport à l'être? Ils sont innombrables. On ne pourra énumérer tous ces penseurs qui ont marqué la période présocratique. Mais nous allons nous attarder, nous allons mettre un point d'orgue sur ces 2 grands penseurs, notamment Héraclite et son disciple qui est Parménide. Il faut déjà comprendre que Héraclite est issu d'une illustre famille aristocratique, donc une famille noble. Il est né d'Éphèse, c'est pourquoi on dit Héraclite d'Éphèse. Et très tôt, une réputation de grande obscurité va l'entourer et finit par le faire surnommer l'obscurité. Oui, Héraclite était un penseur obscur. Obscur par le caractère hermétique et énigmatique de sa pensée et de ses écrits. Hermétique par la complexité de ses pensées. Énigmatique également par la confusion qui est constatée dans ses textes, dans ses écrits. Et donc, vu ce caractère hermétique et énigmatique, Héraclite était appelé l'obscur, un penseur obscur. La philosophie d'Héraclite est essentiellement une conception tragique du monde et de l'homme, qui s'articule autour de 3 concepts ou 3 expressions indissociables ou synonymes que sont le logos, le devenir et l'harmonie des contraires. Donc, la philosophie d'Héraclite, sa conception de l'être, repose sur ces 3 concepts, notamment le logos, le devenir et l'harmonie des contraires.
Le logos est en réalité l'être. Et chez Héraclite, le logos est l'être. L'être, c'est cette entité suprasensible qui va au-delà de ce monde dans lequel nous vivons, qu'on peut appeler dans le contexte religieux Dieu. Et donc, cet être suprême, il se présente, il se donne à l'homme et il se dérobe à l'homme. Donc le fait qu'il se présente à l'homme, donc il est présent, il se dérobe à l'homme, il est absent. Donc il est présent et en même temps, il est à la fois présent et il est absent. Donc dans cette présence et cette absence, va nous montrer que l'être est en mouvement chez Héraclite. L'être est en mouvement. L'être n'est pas statique, il est en mouvement. Qui le transcende, il va au-delà de ce monde. S'il se montre à l'homme et il se dérobe à l'homme, cela voudrait dire que l'être est en mouvement. Le mouvement traduit ici le devenir. Donc, le premier concept, c'est logos. Logos, c'est l'être. L'être, il n'est pas statique. L'être est en mouvement. Donc, dans son mouvement, l'être se meut. Il est en devenir. Un devenir. Donc, on part du premier concept qui est logos, qui est l'être, pour traduire, n'est-ce pas, la caractéristique de l'être. Donc, le devenir de l'être. En effet, pour Héraclite, la nature aime les contraires. Et ce sont ces contraires qui s'unissent pour constituer l'harmonie. Donc, chez Héraclite, il y a le contraire des choses. Donc, l'être, dans son mouvement, entre en conflit avec les choses. Il va avoir le contraire entre l'être et les choses. Ça va? Donc, l'être et les choses. Il y a une contradiction, mais cette contradiction constitue chez Héraclite une harmonie. Mais cette harmonie, cette unification est toujours acquise au prix d'une lutte et se conserve comme une tension entre des opposés qui tendent à se séparer les uns des autres ou à se détruire. Donc, chez Héraclite, il y a un mouvement. L'être n'est pas statique, l'être est en mouvement. Et c'est ce mouvement justement qui va donner naissance aux choses. Ainsi, le combat est père de toutes choses. Toutes les choses naissent selon la lutte et la nécessité. Et ce combat entre les contraires est au fond la tragédie qui oppose l'un au multiple et le multiple à l'un. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'un qui est l'être, l'être est l'un. Voilà, l'un qui est l'être, l'être est l'un. Il n'y a pas de différence. Ce qu'il faut entendre par l'être, c'est que l'être, il est un, il est unique. Et c'est ce qu'il appelle également le logos. Le logos. Donc, l'un ne demeure pas unique, ne demeure pas statique. L'un qui est l'être est en mouvement. Dans son mouvement, l'être se déploie. Il rentre en conflit. N'est-ce pas? Il y a une contradiction qui naît. Et l'un va se multiplier pour donner naissance aux choses qu'il va appeler les étangs. Donc, c'est à partir de l'un que naissent les choses. Mais les choses également vont se contracter pour redevenir l'un. Et c'est pourquoi chez Héraclite, le mouvement de l'être chez Héraclite, c'est un mouvement cyclique. Ce qu'il y a au début, la fin se retrouve dans le début et le début se trouve dans la fin. Donc l'être, il se déploie, il est en mouvement. Il se nie pour donner naissance aux choses. Et les choses également se meuvent. C'est-à-dire que les choses sont en mouvement pour donner naissance également, pour se contracter et redevenir l'un, qui est l'être. Pour lui, toutes choses naissent de l'un. Et l'un naît de toutes choses. Voilà. Donc, toutes choses naissent de l'un. Et l'un naît de toutes choses. Et c'est au cours d'une lutte que le multiple jaillit. Donc, au cours, n'est-ce pas, du déploiement de l'un. Lorsque l'un se déploie, l'un est en mouvement, il se multiplie. Mais dans la multiplicité des choses, il y a l'un à l'intérieur. Et cette multiplicité des choses va se contracter pour redevenir l'un. Et c'est pourquoi le mouvement se fait dans l'être. Le mouvement ne se fait pas avec l'être, mais dans l'être. Tout le mouvement se déploie dans l'être. Et
c'est ce mouvement-là qui va donner naissance aux choses. Au cours d'une lutte que les multiples jaillit de l'un, qu'il l'enfante et qu'il quitte. Et c'est au cours d'une autre lutte que les multiples se nient pour devenir son contraire qu'il a abandonné, mais dont il est issu. Donc les choses naissent à partir de l'un. Et ces choses également vont redevenir l'un, vont retrouver, n'est-ce pas, leur immuabilité. Par conséquent, s'il n'y a d'être que du devenir, il faut surtout comprendre et savoir que le devenir n'est pas purement linéaire. Parce que la linéarité des choses traduit qu'il y a un début et il y a une fin. Mais chez Héraclite, il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin. Le mouvement est cyclique. Et le mouvement est cyclique. Donc, par conséquent, s'il n'y a d'être que du devenir, il faut surtout comprendre et savoir que le devenir n'est pas purement linéaire. Il n'est pas une négation absolue de l'être. L'être ne disparaît pas, mais il se déroule plutôt à l'intérieur d'un cercle ou d'un cycle. Donc, c'est un mouvement cyclique. La même chose est, l'être est, il se déploie pour donner naissance aux choses et les choses redeviennent l'un. Donc, il y a un mouvement cyclique. Le devenir n'est pas un devenir de l'être, mais un devenir dans l'intérieur, un devenir dans l'être. C'est toujours à l'intérieur du même que s'opèrent les changements, les transformations, d'où l'idée d'un éternel retour de ce qui naît et de ce qui disparaît. Donc voilà ce qu'il faut retenir de l'être chez Héraclite. L'être est en mouvement, il n'est pas statique, mais son mouvement est cyclique. Voilà, le mouvement est cyclique. L'être, il n'est pas statique, il est en mouvement. Donc le logos est en devenir. Et dans son devenir, l'être se déploie, il se multiplie. Voilà. Donc dans une confrontation qui va naître, qui va faire naître la contradiction, le contraire. Et c'est ce contraire-là qui va s'unir de ce qu'on appelle l'harmonie des contraires pour donner naissance aux choses. Mais les choses également se meuvent, sont en mouvement pour redevenir l'un, pour redevenir l'être. Donc c'est ce mouvement cyclique qu'il faut retenir chez Héraclite. Je vous remercie pour votre attention pour cette première séance. Nous allons surseoir à cette première séance et nous allons revenir sur ce cours, notamment la position de Parménide par rapport à l'être pour cette deuxième séance. Je vous remercie pour votre attention. F10.